Salut, alors aujourd'hui c'est le numéro 100, ce qui est quand même un nombre plutôt impressionnant en nombre d'épisodes, et que, bon, ça a mis quelques années, mais bon, 100 épisodes, hein, ce qui est quand même, c'est pas mal. Et donc pour ce centième épisode, on va simplement passer en revue quelques questions que j'ai eues dans les courriers, les innombrables courriers que j'ai. Alors, j'en ai laissé passer, forcément. Il y a des courriers, j'y ai pas répondu. Bon, il y en a certains qui vont avoir les réponses ici. Hein, j'espère d'en louper le moins possible, mais des fois je passe à côté. Des fois, Google YouTube ont un système de commentaires absolument épouvantable. Bon, enfin bref. Donc on va faire ça, et ça va être un épisode qui va simplement être le dernier avant une période de stand-by, le temps d'emballer tout ça, le temps de déménager tout ça. Je finis début décembre. Et puis, bon, courant décembre, je vais pouvoir déménager, emballer, mais il faut faire les cartons, hein, c'est dans un mois à peu près, un peu plus d'un mois. Donc, je vais mettre en stand-by les vidéos. J'en aurai peut-être encore une, peut-être avant la fin, tout dépendra du temps que j'aurai, mais bon, après, je reprendrai peut-être en écrivant quelques articles selon ce qu'il faut, mais ça va être un stand-by avant la fin de l'année, puis le début de l'année prochaine, où je reprendrai d'autres épisodes, d'autres sujets. C'est pas ça qui manque, hein. Il y a énormément de choses possibles et qui probablement se feront. Mais néanmoins, on va faire une petite liste de trucs, hein. C'est très divers et varié, c'est souvent des trucs qui me reviennent régulièrement, ou des trucs plus ou moins intéressants, voilà. Donc, le premier truc, alors j'ai ma liste, hein, parce que bon, j'ai mon pense-bête à moi. Alors, le premier truc, c'est à propos justement de cette série d'épisodes à propos des calculs des enceintes acoustiques, des mesures des haut-parleurs, tout ça, sur le fait d'utiliser une enceinte close et une transformée de Linkit. Alors, j'ai eu pas mal de questions là-dessus où on se demande, mais l'enceinte close, on la calcule comment, et puis voilà. Et en fait, il y a deux choses importantes si on veut se lancer dans cette voie-là. C'est-à-dire faire une enceinte close et la corriger pour obtenir la réponse qu'on veut avec une correction de Linkit qui va compenser l'ordre 2 de la fonction de transfert de l'enceinte close en une autre fonction d'ordre 2 qui est l'équivalent d'une autre enceinte close qui est celle qu'on voudrait faire. La première chose qui est importante de savoir, c'est que en fait, l'enceinte close n'a pas à être calculée. En soi, on s'en fout un peu, tant qu'on ne tombe pas dans des extrêmes de compacité, des trucs où il y aurait des non-linéarités de l'air au sein de l'enceinte par rapport au débattement du haut-parleur. Mais si on prend une enceinte qui n'est pas trop petite et qui correspond bien à la pièce ou l'emplacement où on veut le mettre, on part sur un volume. Et c'est après qu'on va corriger. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on prend un volume au pif, celui qui nous arrange, on met le haut-parleur dedans, et on mesure l'enceinte. L'enceinte aura un certain coefficient de qualité, une certaine fréquence de résonance propre, qui sera en fait la contribution de l'air dans l'enceinte, qui servira de ressort supplémentaire aux suspensions. À partir de là, on aura l'enceinte close, qui est l'enceinte close de départ. Et après, dans les calculs, on prend l'enceinte close d'arrivée qu'on voudrait, c'est-à-dire un autre coefficient de qualité et une autre fréquence de coupure, et on calcule la transformée de Linkit associée. Donc il n'y a pas vraiment de volume à calculer au niveau de l'enceinte close de départ, parce que de toute façon elle va être corrigée vers quelque chose. Ce qui compte, c'est de bien la calculer et de la mesurer. La deuxième chose, ce qui est beaucoup plus important, c'est le choix du haut-parleur de grave. Alors ici, il y a en gros qu'un critère qui est fondamental, c'est la tenue mécanique, c'est-à-dire le débattement que le haut-parleur doit pouvoir fournir. Évidemment, quand on fait les calculs dans WinSD ou autre, on se rend compte que n'importe quel haut-parleur peut convenir, a priori, vu qu'on peut toujours compenser ce qu'on veut. Mais le problème va venir de la tenue mécanique du haut-parleur. Ça va être le facteur primordial qui va commencer à être le facteur limitant. Surtout si on veut descendre à 20 ou 15 Hz. Le problème, c'est que les haut-parleurs, à 20 Hz, le débattement va être tel que de toute façon, il ne va pas pouvoir accepter une puissance colossale. Donc il faut prendre des haut-parleurs avec un très grand Xmax et une puissance assez importante aussi. Donc, c'est là où c'est important, c'est la tenue mécanique des haut-parleurs. C'est le critère. Il ne faut surtout pas prendre un haut-parleur au rendement. Alors là, on est sûr de se planter et ça ne marchera jamais. Il faut prendre un haut-parleur à grand débattement. Ça va être le critère numéro 1. Si on veut compenser le débattement, on peut en prendre un haut-parleur de grand diamètre, ce qui permet de limiter le débattement pour un même volume d'air qui doit être fourni pour obtenir un niveau donné et une fréquence donnée. Donc c'est le critère. Alors, évidemment, la tenue mécanique, c'est pas le seul critère en soi, parce que est associé toutes sortes
de paramètres qui vont commencer à intervenir quand les débattements vont être importants. C'est-à-dire la linéarité du BL, du facteur force, qui a tendance à s'effondrer dès qu'on commence à sortir dans l'entrefer. Ça, c'est le problème, on va dire, des bobines plus ou moins longues, des choses comme ça, où en fait, une grande partie des spires commence à sortir de l'entrefer et il y a peu de spires qui restent dans le champ magnétique. Donc on se retrouve avec des BL qui sont en courbe, qui sont, quand on s'écarte, qui commencent à s'effondrer, et il faut rester dans une plage où le BL reste à peu près constant. Si on commence à moduler le champ magnétique et moduler les paramètres du haut-parleur en fonction de l'emplacement de la membrane par rapport à sa position de repos. Donc, en général, les haut-parleurs à bobine longue sont moins assujettis à ce problème parce que c'est toujours qu'une fraction de la bobine qui se retrouve dans l'entrefer, quelle que soit la position de la bobine. C'est un des avantages de la bobine longue. Le problème, c'est que la bobine longue, il y a assez peu de spires, globalement, qui sont dans l'entrefer, mais c'est toujours le même nombre. Donc en fait, le facteur BL, facteur force, reste plat et s'effondre d'un seul coup, dès que la bobine commence à sortir. Le problème, c'est que le rendement est inférieur. Mais à la limite, on s'en fout, ce qui compte, c'est la tenue en puissance, et ça, c'est toute la bobine qui va le conditionner. Donc il vaut mieux prendre des grosses bobines robustes, et une bobine longue pour ce genre de truc. Ce qui est très très difficile de trouver des haut-parleurs à bobine courte qui ont des débattements élevés, ce qui veut dire qu'ils ont un entrefer très grand. On a une bobine qui se balade dans un grand entrefer sans en sortir. Alors ça c'est le cas des AccuPower que j'ai, où la bobine est courte, toute proportion gardée, elle doit faire 15 mm de haut, quelque chose comme ça. C'est une bobine de 15 cm de diamètre, qui n'est pas courant, mais l'entrefer, il doit faire, je sais plus, 80 mm de haut. C'est une grosse pièce monobloc avec la bobine qui reste dedans. C'est une bobine courte, même si la taille est assez surdimensionnée. Mais ça, c'est assez rare. En général, les haut-parleurs à gros débattements sont des haut-parleurs à grande bobine, souvent avec des impédances faibles, parce que c'est souvent du car audio. Et voilà, et c'est là qu'il faut chercher. Sinon, on ne peut pas compenser avec Link8 si on n'a pas un haut-parleur qui a un dimensionnement mécanique suffisant pour supporter. C'est pour ça que quand on simule avec, par exemple avec une ISD, il ne faut pas regarder la fonction de transfert en tant que théorie, il faut regarder les autres courbes qui correspondent à la puissance maximale qui peut être mise, ainsi que les courbes de débattement et la puissance maximale acceptable avec les limitations du débattement. Ce sont d'autres courbes disponibles dans cette simulation-là et c'est elles qui conditionnent réellement le choix des haut-parleurs. Donc ça c'est important, c'est probablement le critère le plus important. Un autre critère qui peut jouer beaucoup, c'est l'inductance de la bobine mobile. Il faut la prendre la plus faible possible. Le problème, c'est que les haut-parleurs car audio ont tendance à avoir des bobines à 4, 6 ou 8 couches et ont des inductances très élevées, qui peuvent être de l'ordre de 5 à 10 millions en risque, qui est colossal. Les AccuPower, eux, ont une inductance de 1 million en risque, qui est faible vu la taille de la bobine. Il faut toujours vraiment limiter, parce qu'après, on peut se retrouver avec une modulation de l'impédance du haut-parleur avec la fréquence. Et là, on se retrouve avec des distorsions qui peuvent arriver d'une manière très étrange. Bon, après, il y a les haut-parleurs sont protégés par exemple par des spiders qui sont à dureté progressive. Et en fait, les anneaux concentriques du spider tendent à avoir des dimensions qui se réduisent vers l'extérieur. C'est-à-dire que la dureté devient de plus en plus forte au fur et à mesure qu'on s'écarte. Alors ça aussi, ça peut jouer, même si, bon, ça reste assez raisonnable. Mais bon, il y a plein de choses qui jouent dans ce cas de figure dès lors qu'on sort des battements faibles. Donc, il n'y a pas énormément de références dès qu'on commence à regarder tous les paramètres en même temps. On se retrouve souvent avec des haut-parleurs très très gros, extrêmement chers, parce qu'ils sont bâtis comme des tanks. Et bon, c'est pour ça que, par exemple, le Raptor, c'est un haut-parleur qui est particulièrement adapté. Parce qu'il est relativement, on va dire, abordable. Et il a toutes les caractéristiques mécaniques qu'il faut pour avoir un niveau assez colossal. Enclos de cette manière-là. Après, faut regarder dans les forums car audio, il y a des fois des références assez intéressantes qu'on peut trouver en promo, des fois, des fins de série par exemple. Alors il y a des marques comme, je crois que c'est Real Audio, quelque chose comme ça, qui fait les séries REXX, qui sont des monstres absolument colossaux, qui tiennent des kilowatts intermittents, pas en continu, c'est pas vraiment des trucs faits pour la sono, mais des vrais haut-parleurs de grave pour la sono, c'est rare. Et avec des très grands débattements, c'est relativement rare. Donc bon, faut fouiller là-dedans. Bon, les AccuPower, c'est plus fabriqué, malheureusement. Eux, ils étaient idéaux pour ce genre d'application. Mais si on ne trouve pas des gros haut-parleurs, on peut tout à fait faire plusieurs caissons de graves. Et c'est même ce que je conseillerais, a priori, c'est d'en faire par exemple 2 ou 3. 3, c'est le bon nombre,
plus petits parce ils vont fonctionner ensemble. Chacun va avoir une puissance beaucoup plus faible et on va pouvoir les distribuer dans la pièce, ce qui est beaucoup plus intéressant quand on a des petites salles. Parce que les lois de l'acoustique sont très différentes des grandes salles. Hein. Donc, utiliser plusieurs caissons plus réduits, c'est une idée qui est préférable à un seul caisson. Un caisson, vaut mieux faire des enceintes qui descendent très bas et puis c'est tout. Un caisson, ça sert pas à grand chose. Enfin bref, donc les caractéristiques mécaniques du haut-parleur, c'est extrêmement important si on veut choisir cette voie de la correction de ligne cuisse, surtout si on veut faire descendre très bas. Mais jamais oublier que ce qui va faire le son, c'est la pièce. On aura beau avoir du ligne cuisse jusqu'à 20 Hz, si la pièce elle a des mauvaises dimensions, si elle est mal traitée, on aura des bosses, des creux partout, quelle que soit l'enceinte. Donc, faut mieux se concentrer aussi et avant tout sur la pièce d'abord. C'est elle qui va faire le son, c'est pas les haut-parleurs. Faut pas oublier que ce ne sont pas les haut-parleurs qui font le son, c'est la pièce quand il s'agit des très basses fréquences. Faut pas l'oublier, c'est ça qui fait que on se retrouve avec des super haut-parleurs qui coûtent hors de prix et dans une pièce et ça sonne comme de la merde. Simplement parce qu'ils sont mal placés. La pièce est mal conditionnée, la pièce a des mauvaises dimensions, elle est mal traitée. Et puis voilà, et on a quelque chose qui n'a rien à voir. Si on fait une mesure des haut-parleurs en champ proche, c'est-à-dire le micro près du haut-parleur, c'est nickel, c'est tout plat, c'est tout beau, etc. Dès qu'on s'écarte d'un mètre, ça part dans tous les sens. Et c'est pour ça que calculer seule l'enceinte, ça va absolument rien dire sur le résultat final. Si la pièce n'est pas traitée d'une manière forte. Et c'est pour ça que tout est difficile. C'est difficile de dire, il faut prendre ce haut-parleur-là, ça marche bien. C'est un tout. Il faut mieux investir dans sa pièce et prendre des haut-parleurs plus modestes que le contraire. C'est tout ce que je peux dire. Ok. Ensuite, ouais, alors un truc que je reçois, mais alors ça c'est, je vais pas dire tous les jours, parce qu'il faut pas exagérer, mais je reçois énormément de demandes sur comment je peux réparer mon truc, comment ma télévision ne marche plus quand je la mets en veille, machin, c'est quoi la panne. J'ai plein de demandes de dépannage. Je devrais être dépanneur, malheureusement c'est pas mon métier hein, en soi, et puis bon, après bon, en plus c'est des demandes de partout, hein, et je peux pas répondre. J'avoue, faut bien savoir que sans l'appareil en main, c'est quasiment impossible de faire un diagnostic. Après je peux donner des pistes, mais ça vient en fait de l'épisode sur les condensateurs chimiques, enfin des épisodes, et là ça a eu un succès assez énorme, parce qu'en fait j'ai eu plein de gens qui m'ont remercié, parce qu'ils ont dépanné leurs appareils qui étaient tombés en panne. Des appareils assez récents, avec des condensateurs de merde, qui ont commencé à gonfler, à fuir, ou même à devenir mauvais, sans panne apparente. Et il y a pas mal de gens qui ont dépanné leur truc en investissant quelques condensateurs, un petit fer à souder, et ça marche. Mais j'ai plein de cas où c'est d'autres pannes, je peux pas faire de dépannage à distance, et je peux pas faire de dépannage. Alors, après, ça peut être intéressant. Si l'appareil est intéressant, je peux à la limite le réceptionner, faire un dépannage pour faire une vidéo dessus et le renvoyer. Mais ce serait que du contenu pour un épisode sur un appareil vraiment spécifique. Quand je dis appareil spécifique, c'est par exemple une panne sur un appareil audio super exotique. Une panne sur, je sais pas moi, j'en parlais tout à l'heure, par exemple, d'un appareil de chez Neaudio, parce que ça vaut son peu dans le cacahuète. Une panne sur un appareil vraiment assez exotique, un appareil audio super bizarre, un truc comme ça, pourquoi pas. Mais je ne répare pas. Je ne répare pas. J'ai aussi des demandes pour faire des circuits imprimés, ça j'en ai assez souvent. De toute façon, je les fais pas parce que c'est souvent soit des dessins, qui ont été faits. Si c'était des trucs sur des softs de routage et tout, et encore, j'aurais pas le temps de... En fait, franchement, ce serait beaucoup plus facile pour des gens qui ont les fichiers Gerber associés de les envoyer à quelqu'un en Chine pour faire des trous métallisés et tout ça. Ça coûte rien. Ou des services de circuits imprimés qui le font pour les protos. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple. Je fais pas de circuit imprimé. De toute façon, maintenant, j'ai plus de matériel ici, il est déjà parti. J'ai aussi des demandes de genre. Je fais pas ça. Je pourrais pas. Parce que une fois qu'on met le bras là-dedans, on s'en sort plus. Donc, je fais pas ce genre de trucs. S'il y a vraiment des gens qui veulent du consulting sur des appareils ou des choses vraiment spécifiques, après, c'est autre chose. Mais je peux pas. C'est trop. J'ai pas le temps. Et puis, c'est pas du tout le but non plus. Après, donner des outils pour que les gens s'intéressent et essayent de dépanner eux-mêmes, ça c'est un plus le but. Mais je ne vais pas me substituer.
hein. Donc je peux aider de temps en temps sur les détails, mais après, ça prend un temps fou. Et après, on pourrait donner une piste, mais qui n'est pas la bonne, et puis après, on pourrait en vouloir une, mais c'était pas ça, ouais, mais gna, gna, gna. Après, on se lance dans des trucs, on sait jamais, et je fais pas. Ok. Alors, un autre truc, toujours, alors là, on revient sur le truc de Linkwitz, mais c'est l'épisode sur les filtres à variable d'état. Alors là aussi, j'ai pas mal de retours sur ce truc de manière récurrente. Déjà, ce schéma que j'ai donné de filtre à variable d'état pour faire une transformée de Linkwitz avec tous les paramètres indépendants, il y a des gens qui seraient intéressés d'avoir un circuit imprimé et éventuellement un kit pour faire ça. Alors, peut-être que je pourrais faire le router, faire un circuit, et puis éventuellement faire des circuits, puis que les gens le montent et fassent leur truc eux-mêmes, parce que ça répond à un besoin. La transformée de Linkwitz, le problème de la version originale, c'est que tous les paramètres sont liés entre eux sur un schéma un peu simple et qui a certains défauts, comme son impédance d'entrée qui est variable ou des choses comme ça. La méthode avec les filtres à des variables d'état, c'est que tous les paramètres deviennent totalement indépendants et on peut vraiment le régler pour des systèmes différents avec le même appareil. Ça intéresse, j'ai eu pas mal de demandes sur est-ce qu'il y aurait un circuit imprimé, des trucs comme ça de fait. Oui, ça vaudra le coup, éventuellement je pense que je le ferai et que je pourrais fournir des circuits imprimés pour cet appareil avec une liste de composants et puis voilà. Ça, je pense que ce sera intéressant. Alors j'ai une paire de trucs aussi là-dessus. J'ai une question justement, parce que c'est une question qui est assez légitime. C'est lié à une des propriétés des filtres à variable d'état tels qu'ils sont décrits dans la littérature. Ce sont des filtres en fait où toutes les fonctions sont disponibles dans le schéma. En général, le filtre à variable d'état, on a un point qui correspond au passe-bas, un point qui correspond au passe-haut et un point qui correspond au passe-bande. C'est-à-dire qu'on peut avoir les trois filtres au sein du même montage. C'est le montage qu'on dit biquad habituel à 3 ampli-op. Et c'est un montage qui est vachement pratique parce qu'avec peu de composants, on a les trois filtres et qui sont adaptés. Mais, alors là, je vais le montrer. Le problème, c'est que voilà en fait, le circuit habituel à 3 ampli-op où en fait, on a un système qui est beaucoup plus simple que le filtre à variable d'état que j'ai montré pour la transformée de Linkwitz. Et en fait, ce filtre n'est qu'un cas très particulier de la version générale que moi j'ai utilisée, qui est un retour sur la définition, où je fais un truc avec beaucoup plus d'ampli-op parce que je veux refaire une fonction de transfert générale, avec numérateur et dénominateur totalement indépendants. Ce style de filtre, lui, est un cas particulier où il n'y a qu'un coefficient de qualité et qu'une fréquence propre. Et c'est pour ça qu'on peut retrouver le passe haut et le passe bas et le passe bande centré sur la même bande. Et ça, ce n'est plus disponible avec le filtre Linkwitz tel que je l'ai, parce que non seulement ce filtre à variable d'état n'est ni un passe bande ni un passe bas, c'est une sorte de shelving particulier, donc il n'a pas ces caractéristiques-là a priori, tout simplement parce que le numérateur et le dénominateur ont deux coefficients de qualité et deux fréquences propres. Et donc, il y a des points de disponibles dans le filtre, mais la fonction de transfert qu'il y a là est totalement inutilisable en tant que telle. Elle ne correspond ni à un passe haut, ni à un passe bas, ni à quoi que ce soit. Donc, on ne peut pas réutiliser ce schéma pour extraire la partie de l'autre côté qui existerait. Il n'y en a pas. Il faut bien voir que c'est juste une courbe qui part de 0 et qui a un gain pour compenser, il y a éventuellement avec une bosse pour compenser le côté basse fréquence. Le Linkwitz peut être utilisé en haute fréquence pour corriger des tweeters, par exemple. C'est aussi utilisé, c'est beaucoup plus rare, mais c'est tout aussi utilisable dans l'autre sens. Mais on ne peut pas obtenir un passe-bande, un passe haut associé à la fréquence d'un passe bas qui existerait, et il n'y en a pas. Donc on ne peut pas utiliser les règles du filtre à variable d'état traditionnel avec ce montage qui est une version plus générale et qui n'est pas adapté à ça. Ici, en fait, on voit ici pourquoi on retrouve ce style de caractéristiques, de filtres différents utilisables dans les sens, c'est que les deux intégrateurs ont les mêmes capas, les résistances devant sont identiques. En fait, on se retrouve avec des symétries ici ou là, fait de telle sorte que le schéma se simplifie fortement et on retrouve que une seule fréquence centrale avec un coefficient de qualité. Enfin, un coefficient de qualité qui se retrouve des deux côtés, par définition. Mais c'est par construction, comme ça, qu'on l'obtient. La construction que j'ai faite n'est absolument pas, n'a pas les caractéristiques et les simplifications que celle-là a pour faire ce genre de travail. Donc si on veut utiliser un Linkwitz d'un côté et si on veut faire un passe haut,
ben, il faut rajouter un autre filtrage qui sert à ça. Le filtrage ligne cuisse ne sert pas à faire un passe bas ou un passe haut, etc. Il n'y a pas ces notions-là dedans. Donc on ne peut pas l'utiliser pour ça. Donc il faut faire un autre filtrage. On peut réutiliser un filtre variable d'état, mais c'en est un autre qui va se mettre avec, et utiliser la version traditionnelle à 3 ampli off, sachant que, faut pas l'oublier, ces versions à 3 ampli off, ce sont des ordres, des fils du deuxième ordre. Et le passeband, lui, il est à 6 décibels de chaque côté. Deuxième ordre est d'ordre moitié de chaque côté. Donc on n'a que du deuxième ordre. Alors avec les limitations que ça en a, donc c'est beaucoup moins souple que d'utiliser carrément des cellules Salon-K ou des trucs comme ça, qui sont beaucoup plus traditionnelles et qu'on peut faire aller. Alors pour ceux qui veulent essayer, comme j'ai eu en question, qui veulent trouver des moyens de faire des filtrages exotiques ou adaptés, qui prennent par exemple le livre de Douglas Self sur le filtrage. Il y a toutes les recettes possibles imaginables avec toutes les qualités et les défauts de chaque configuration et il y a tous les moyens de les calculer. C'est un investissement. Le filtre de Douglas Self sur le filtrage, c'est vraiment un investissement. Bon, il en a ressorti d'autres là actuellement sur les... Enfin bon. Il y a une nouvelle version de Self on Audio qui est sortie, puis une nouvelle version sur les bassignaux qui est sortie aussi. Je ne les ai pas encore vus, mais bon, il continue à augmenter ces bouquins. Ça reste toujours des références. Donc pour le filtrage, c'est un bouquin avec tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ce qu'on veut. Mais si on veut faire du passe bas, passe hausse traditionnel, il ne faut pas réutiliser le truc à variable d'état que j'ai donné pour la correction de ligne cuite, parce que c'est pas du tout fait pour ça. Ok, donc ça c'était ça. Voilà, c'était une question que j'ai eue là-dessus. Alors, j'ai quelques personnes avec qui j'ai conversation de temps en temps via Skype et tout ça. On discute des trucs. Et dernièrement, en fait, on m'a montré à la suite d'une conversation sur la haute fidélité en France. On m'a présenté une vidéo d'un mec qui est fabricant de matériel d'électronique en France, électronique accessoire, qui s'appelle Neaudio. Et c'était une vidéo, alors il y en a plusieurs sur YouTube, et c'était une vidéo sur l'audio et sur... Alors il y en a plusieurs, je ne sais plus laquelle m'avait été présentée, mais c'est une espèce de truc avec tout ce qu'on peut imaginer de stupidité, de n'importe quoi, l'obscurantisme le plus total en audio, dans ce qu'il y a de pire. Avec des théories, c'est même plus des théories, on est vraiment dans... Enfin, on serait mieux dans un salon astrologie et pierre de sel que dans un truc d'ingénierie et d'industriel, d'audio industriel. C'est un ramassis de foutaises égrenées avec un aplomb et des assertions vraiment péremptoires sur des trucs. Oh là 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 là. Et en fait, par hasard, j'avais déjà écouté une vidéo particulière du concepteur des électroniques. Il s'appelle Stéphane. Alors, je sais pas si ça se dit Evan ou Evan. Je vais peut-être écorcher le nom, mais je ne sais pas, j'ai pas réussi à trouver de vidéo où justement on disait son nom correctement. Bon, je pense Stéphane Evan, on va dire ça comme ça à la française. Il a fait un épisode sur TEDx, qui est une version, on va dire, dissidente de TED. TED, qui est un canal, qui est essentiellement connu sur le canal YouTube, qui est un lot de vidéos avec un format particulier, qui était très bien au début, mais qui est devenu super prétentieux et super pénible à écouter maintenant. Mais bon, TEDx, c'est une version, on va dire, européenne parallèle à TED. C'est le même style de format où il y a des gens, une personne qui déboule et qui va parler de ces trucs. Et donc, cette personne a fait son TEDx sur la haute fidélité, etc. Alors, j'invite les gens à le regarder sur YouTube. C'est un épisode de 10 minutes, c'est pas... sur sa philosophie, etc. Alors, si on veut écouter un condensé de métaphysique et d'obscurantisme en audio, là, on a le pompon. Malheureusement, force est de constater qu'en France, les fabricants sérieux de haute fidélité, il y en a vraiment, vraiment, vraiment plus beaucoup. Le seul qui pour moi tient le haut du pavé, je parle au niveau purement technique, je parle pas au niveau marketing et tout ça, où là c'est... Bon, le seul qui pour moi actuellement est on va dire sérieux au niveau technique, c'est Devialet. Ils sont pas critiquables là-dessus. Bon, il y a d'autres soucis qui me sortent par les yeux, mais bon,
techniquement, c'est ce qui se fait de mieux au niveau sérieux, pragmatisme et professionnalisation. Enfin, c'est très professionnel et très industriel. C'est un des rares producteurs français qui soit vraiment professionnel. Les autres, alors il y en a, bon, je prends par exemple Focal. Focal a fait des trucs, mais c'est le marketing qui a pris le pas devant le reste. C'est de la poudre aux yeux. Il y a, alors pareil, je sais pas comment on le prononce en réalité, c'est Klinger-Fable ou Klinger-Fabre. Je n'ai jamais su réellement lequel des deux, qu'importe. C'est donc c'est ce producteur à Saint-Dié, ou dans le coin de Saint-Dié, qui fait des enceintes et a priori l'électronique aussi. C'est pareil, il fait des trucs, mais alors derrière les théories, oh là 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 là, c'est pas possible. C'est consternant, quoi. Ces systèmes fonctionnent probablement bien, mais c'est parce que ils sont faits d'une manière standard, sans se poser de questions. Mais il faut toujours des théories sur les câbles, sur les trucs, c'est pas grave. Bon, quoi qu'il en soit, Neodio, c'est quand même un excellent truc parce que c'est là où on voit quelqu'un qui se prétend être ingénieur. Il l'est probablement, je ne sais pas s'il l'est. Bon, il doit avoir un CV qu'il égrène, qu'il adore égrener, mais ça prouve simplement qu'on peut être ingénieur, mais être totalement pas scientifique du tout. On peut être un ingénieur et dire n'importe quoi. C'est pas un critère. Alors cette théorie sur les électrons chauds, j'avoue, ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Les systèmes fonctionnent mal parce qu'il y aurait des électrons de haute énergie qui circulent dans les câbles. Ils s'appellent les électrons chauds. Donc il a des câbles, des supports, je sais pas quoi, qui permettent de refroidir les électrons chauds, machin. Voilà, m'expliquer pourquoi dans les studios d'enregistrement des albums, ils sont pas soumis à ces problèmes. Voilà, m'expliquer. Hein. Mais c'est toujours pareil. C'est toujours quand il s'agit d'expliquer pourquoi sur les albums il n'y a pas les problèmes, il n'y a personne. Alors, il invente des... Alors, ces systèmes sont très très chers, ils sont hors de prix. Quand on regarde s'il y en a les boîtes, il y a quand même de quoi se poser des questions. Là, il y en a quelques-unes, c'est pas piquer des hannetons. Hein. Pour quelqu'un qui est expert en EMF ou des trucs comme ça, je vois des branchements en interne, des localisations, des zones secteurs, des bas signaux qui circulent entre des trucs qui émettent des transformateurs qui émettent à 50 Hz et tout ça. Mais alors, la topologie, elle est absolument, mais à se pisser dessus, quoi. C'est vraiment, c'est pas possible. Je comprends pas. Alors, je parle pas des accessoires, les pieds. Alors, il fait des pieds pour les câbles et pour les appareils parce que son dada, c'est les vibrations. Les vibrations, c'est ça le mot, les mots qui sont la plaie sur les appareils audio. C'est pour ça qu'ils ne sonnent pas, c'est parce qu'il y a des vibrations. Donc il y a des pieds, 250 € le bout, hein, 750 € les trois. Putain. Hein. Alors brevet en cours, mais j'ai jamais réussi à trouver la trace du brevet, ça j'en sais rien. Des câbles, n'en parlons pas, hein, c'est toujours pareil, hein, des câbles, machin. Des théories absolument extraordinaires. Et les mecs, ils se font des nœuds à la tête parce qu'ils n'arrivent pas à expliquer les choses qu'on explique depuis longtemps. Et enfin, il faut lire sa philosophie sur son site web. Sa philosophie, c'est du truc de style pourquoi les câbles ont une signature sonore, pourquoi il n'y a pas de corrélation entre mesure et qualité d'écoute. Mais ce ne sont que des raisonnements fallacieux. Parce qu'en fait, ces questions-là présupposent que les câbles ont une signature sonore, qu'il n'y a pas de corrélation entre mesure et écoute, qu'il n'y a pas ceci, qu'il n'y a pas cela. Mais il faudrait d'abord commencer par le prouver, ça. Parce que jusque-là, à part le dire en permanence, les preuves, je ne les ai toujours pas eues. Hein. Qu'il n'y ait pas de corrélation entre mesure et écoute, désolé, mais ça, j'ai jamais rien vu qui prouvait quoi que ce soit. Que les câbles aient une signature sonore, à part des cas pathologiques où le câble c'est vraiment une sale merde, faudra m'expliquer d'où ça sort. Il n'y a rien de tel. Mais bon, c'est toujours tourné de telle sorte que il va de soi que les câbles ont une signature sonore. Tout le monde sait que c'est l'appel à... Alors ça peut être, je sais pas, appel à l'opinion, au plus grand nombre, un argument d'autorité ou je sais pas quoi. C'est que de ce style d'argument pour justifier de vendre sa câble. Mais désolé, tous ces effets que ces audiophiles ne comprennent pas, ils sont expliqués depuis longtemps. Hein, et c'est très facile à reproduire. Mais je peux défier ces gens-là, que ce soit Baquet ou Evan ou ces gens-là, je les défie, mais avec leur propre matériel,
à reconnaître les câbles entre eux en double aveugle. Les mecs, ils vont se planter la gueule comme tous les autres. Ils seront incapables de retrouver leurs petits. Mais comme ils fonctionnent en cercle ouvert, en circuit ouvert, où ils regardent leurs trucs fonctionner, ils échangent eux-mêmes des trucs en sachant ce qu'ils écoutent, etc. Évidemment qu'ils vont tomber sur des conclusions qui sont fausses. Forcément, comme il n'y a pas ces effets-là, eh ben, quand on les trouve, on a une chance sur deux d'être dans un sens ou dans l'autre. Bon, bah, c'est tout, hein. Quand on a des résultats aléatoires, bah, faut pas s'étonner de ne jamais y arriver. Et puis, bon, bah, voilà. Mais ça, c'est du gratiné. Et le problème, c'est que ça donne pas une bonne image de la haute fidélité en France. Parce que finalement, c'est quoi les constructeurs sérieux en France? Cabas ne fait plus rien, à part la grosse sphère qui est totalement impossible à acheter, tellement c'est cher. Bon, ça va fonctionner, mais c'est extrême. Focal, c'est que de la poudre aux yeux. Maintenant, ils reprennent les mêmes recettes ad nauseam, mais ils refont toujours le même truc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, il y a De Vialet qui fait de l'électronique haut de gamme. Leur Fantôme, ça doit fonctionner assez bien dans le genre. Je crois qu'on ne peut pas faire plus compact avec le niveau que ça a. Bon, après, quand on regarde les chiffres, le 16 Hz, il est à 82 décibels, hein, ce qui n'est pas terrible. Hein. Bon, moi, je vais aller beaucoup plus loin avec mon système. Mais bon, c'est leur marketing qui les dessert. Mais ça, c'est un autre problème. Après, Klinger Fabre, ben oui, très bien, mais ça coûte une fortune et je suis désolé. Je ne vois pas... C'est bon, quoi. Bon, il y a toujours des gens pour acheter. Mais en France, il n'y a pas grand-chose de sérieux, quoi. Enfin, c'est dommage, hein, la haute fidélité en France, il y aurait vraiment beaucoup de choses à faire hein, pour... remonter un peu le niveau, quoi. Mais c'est gangréné par ces gens qui disent n'importe quoi. Ah, mais c'est une insulte à l'ingénierie de se prétendre ingénieur et sortir la théorie des électrons chauds. Je suis désolé, si cette personne m'écoute, je suis sûr qu'il va avoir un coup de sang, mais je suis désolé. Ces effets-là, il faut d'abord les démontrer avant de venir les affirmer et nous sortir des trucs à 2 balles derrière qui sont censés les résoudre. Surtout quand je regarde ce qu'il y a dans ces appareils-là. En un seul coup d'œil, on voit qu'il n'y a rien dans ces appareils-là. Les lecteurs CD, c'est une pauvre mécanique standard avec un bel emballage autour, on l'a foutu dans un bloc d'alu ou de plexi ou je sais pas quoi, histoire de faire genre, mais derrière il n'y a rien. Quand je vois la topologie du montage interne, on va pas me faire croire que c'est un ingénieur en électronique qui a fait ça. Enfin, c'est sérieux quoi. De toute façon, il y a une règle, moi j'ai l'habitude, c'est comme ça que je vois, c'est que quand je vois un appareil, la première chose que je cherche, c'est des photos de ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, ça dit tout. C'est clair que... on voit souvent des trucs absolument extraordinaires, avec des façades magnifiques, mais dès que c'est ouvert, là c'est mort. Enfin bref, donc ce truc Néodio, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, dans le même genre, mais bon, ça j'en garde la primeur. J'en garde la primeur, on fera des expériences. Je ferai vraiment un épisode très sérieux qui me prendra du temps, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Pour l'instant, je le ferai dans la rentrée. C'est un épisode sur ça. Pour ceux qui connaissent... Ça, c'est ce qu'on appelle un Randistore. Quelqu'un, un lecteur du blog, a mis quelques sous et on a acheté une paire. Et il m'en a envoyé un pour revoir. Alors, ce qu'on va faire, c'est contrairement, alors c'est fait par, je pense, les mêmes qui font l'esprit, Manta ou des trucs comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réellement le mettre sur le banc de mesure. On va réellement essayer de voir si ça fait quelque chose. Si on voit une différence quelconque, jusqu'au plus profond du signal. On va voir si cette chose a un effet quelconque sur un appareil. Parce que si effet il y a, forcément on pourra le mesurer d'une manière électrique. Après, dire comment ça va sonner, c'est plus difficile. Mais si différence il y a, elle sera mesurable. Il n'existe pas, je défie quiconque de le faire, il n'existe pas de système qui va donner une influence et qui ne sera pas mesurable. Je défie quiconque, mesurable avec la bonne mesure. Je défie quiconque de faire ça. Donc ça, on va l'étudier de près et on va faire un épisode dédié là-dessus. Donc, c'est la personne qui me l'a envoyé, je ne l'ai pas oublié, il aura lieu un jour, je le garde au chaud, on va voir, et puis après, bon, on en tirera la conclusion. Mais pour l'instant, je ne veux pas, on me l'a reproché sur le truc, je ne veux pas faire un procès d'intention a priori. Ça va être difficile, ça va être très difficile, je crois qu'il va falloir que je m'adonne à de la drogue ou je ne sais pas quoi, mais bon, on va essayer, on va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, alors ça j'ai eu plusieurs fois, ce qui m'étonne, j'ai pas revu l'épisode, mais peut-être que c'était un peu pas très précis, sur la mesure de l'impédance des haut-parleurs. Bon, c'est un peu lié au truc d'au-dessus. Comment mesurer l'impédance des haut-parleurs? Le montage en lui-même, c'était pas clair dans la vidéo, je sais pas.
Et pourquoi utiliser un amplificateur? Pourquoi mettre une résistance en série alors qu'on peut simplement régler le volume? Enfin, voilà, des choses comme ça. Alors, j'ai refait le schéma. J'ai refait le schéma qu'il faut utiliser pour faire ça. Bon, alors l'éclairage, bon, j'ai une loupiote là. C'est tombé, c'est pas grave. Donc voilà le schéma. Bon, j'ai essayé de... Voilà, bon, j'espère qu'on le voit bien, voilà. Alors, le schéma, il est très simple en soi. Le but, c'est de faire un pont diviseur entre une résistance connue et les haut-parleurs. Donc, la résistance, elle est obligatoire. Parce que sinon, on ne pourrait pas mesurer les haut-parleurs. Sinon, on serait obligé de mesurer le courant qui circule dedans. Et pour mesurer le courant, on serait obligé d'avoir je sais pas, une pince ampère métrique ultra sensible, je sais pas quoi. Donc, la résistance, elle est obligatoire, ne serait-ce que pour mesurer le courant. Pour mesurer le courant, donc mesurer par pont et par diviseur de tension. Ensuite, en fait, comment ça fonctionne? On a une sortie qui va envoyer un signal qui va être soit un bruit particulier, auquel cas on va se faire une transformée d'Amadar pour récupérer la fonction de transfert, soit un sweep, donc un balayage en fréquence. Donc, ça passe à un ampli de puissance. Pourquoi faut-il un ampli de puissance? Tout simplement parce qu'il faut un ampli de puissance à transistor, tout simplement pour que son impédance de sortie soit quasiment nulle, c'est-à-dire qu'elle soit négligeable par rapport à ça. Sinon, son impédance de sortie va intervenir là-dedans. Et les mesures vont être faussées avec ça. Donc il faut un amplificateur de puissance. Il faut la présence d'une résistance pour pouvoir faire le diviseur. Donc le réglage de volume ne sert à rien ici. Il sert simplement à éviter de saturer la première entrée ici. Alors une des entrées qui va aller mesurer les tensions en sortie, une sert de référence, elle va mesurer la sortie de l'ampli. Donc on règle quand même le volume pour éviter de saturer l'entrée qui va être prise là. Mais c'est tout. Et après, ici, on a un pont diviseur et on va mesurer au milieu, c'est-à-dire la tension de bande du haut-parleur. Et par une simple formule on va pouvoir mesurer la tension de bande du haut-parleur et en déduire son impédance. Alors là, c'est un peu plus finot parce que en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une mesure par balayage ou par bruit, par MLS, et on va faire une transformée de Fourier, un genre de transformée de Fourier inverse, une transformée du genre, et on va définir à la fois l'amplitude et la phase, ce qui est un peu plus finot que de mesurer avec un voltmètre ici directement, où on n'aurait que l'amplitude. Bon, ici, il va pouvoir mesurer aussi le déphasage de cette tension-là par rapport à ce qui se passe au bord de la résistance. C'est pour ça que ce type de calcul numérique est plus puissant que la mesure, on va dire, par pont diviseur habituel, qu'on peut faire avec un simple ohmmètre, et voltmètre. Un ohmmètre, mais on peut le faire avec un voltmètre, mais c'est moins puissant. Donc, le but, c'est d'avoir une sortie qui attaque un ampli dont on va mesurer la sortie et dont on va mesurer le point milieu. La résistance doit être suffisamment élevée pour que, en fait, ça se comporte un peu comme à courant constant, à peu près. Même si le logiciel compense quand même le fait que l'impédance du haut-parleur soit pas non plus négligeable par rapport à la résistance ici. Mais le but ici, c'est d'avoir une résistance relativement élevée pour que la variation de courant soit relativement faible, due au fait que l'impédance du haut-parleur sera petite devant ça. Donc globalement, on aura quelque chose qui, si on prend une résistance d'1 kΩ, on aura à peu près 1 kΩ globalement, un courant à peu près constant. C'est juste pour simplifier la compensation, mais c'est tout. Après, ça va pas plus loin que ça. Donc il faut juste une résistance, et puis c'est tout. Et des prises pour aller piquer ici ou là. Ça s'arrête là. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Alors je ne sais plus si j'ai beaucoup parlé de ça de manière plus ou moins précise, mais bon, c'est très très simple à ce niveau-là. La valeur de la résistance n'est pas critique. De toute façon, on la rentre dans les logiciels qui font les mesures. Donc c'est tout. Faut juste rentrer la valeur. Faut la connaître précisément. Donc faut la mesurer avec un bon ohmmètre. Hein. Faut supposer que j'en mets la loupiote. Faut supposer que l'ampli a une impédance de sortie réduite, très faible, pour éviter d'interférer. Voilà. Alors pourquoi on ne pourrait pas utiliser un bouton de volume à la place de la résistance? Bon, la résistance, elle sert aussi à limiter le courant, mais elle sert surtout à faire un pont diviseur. Sinon, on ne pourrait pas le mesurer. Pourquoi on n'utilise pas le volume plutôt qu'une résistance? Simplement parce qu'il y a un autre effet, c'est que le volume va pas baisser le bruit de fond de l'ampli lui-même. Si l'ampli a une ronflette, etc.,
en fait, la ronflette va être atténuée par le pont diviseur. Si on utilise le bouton de volume, la ronflette ne va pas être atténuée et va être mesurée, et on risque d'avoir un pic ou un creux au niveau de la courbe d'impédance. Mais même sans ça, la présence de la résistance est obligatoire pour faire un pont diviseur. Voilà. Donc c'est vraiment simple. Le haut-parleur fait partie d'un pont diviseur, c'est la partie basse, et on mesure en haut et en bas, et puis voilà. C'est tout. Donc il faut surtout avoir un ampli avec une impédance de sortie très faible. Un ampli à transistor. Voilà. Puis on ne s'emmerde pas avec ça. C'est très très simple. La résistance, 1 kΩ, ça suffit. Ça marche très bien. Ok, ensuite. Ah oui, je vais en profiter parce que c'est vrai, j'avais pas le courage de le faire. J'ai eu des gens qui, parce que dans un épisode, alors je sais plus lequel, j'ai dit que j'avais des tas de condensateurs dont je sais pas quoi foutre, des gros condensateurs. J'ai des gens qui m'ont demandé les valeurs que j'ai. Alors je vais en sortir quelques-uns. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'en ai plein de sortes. Enfin j'en ai un lot. J'en ai un certain nombre que j'ai en grande quantité. Bon, alors j'en ai certains où j'en ai que 2 ou 4 comme ça. Alors, par exemple des trucs plus haute tension comme ce genre de truc. Alors ça c'est un 1500 micros 400 volts à vis. Bon, ça je vais en avoir une paire. Alors ce que j'ai beaucoup, ce sont des condensateurs qui sont utilisés d'après mes souvenirs, les marques Levinson, des trucs comme ça. Ce sont des 50 000 micros. Alors ceux-là, c'est des 100 volts. 50 000 micros 100 volts. Et là, j'ai 50 000 micros 125 volts. C'est des trucs assez énormes. Hein. J'en ai plein des comme ça. Je sais pas quoi en faire. Ça m'encombre l'armoire. J'en ai plein. Ceux-là, pour faire des amplis, c'est super. Hein, moi. Alors s'il y a des gens qui veulent les prendre, je les donne. Hein. Je veux dire, j'en ai plein. Je sais pas quoi en foutre. Je m'en servirai jamais, je pense. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des trucs plus haute tension, là. J'ai aussi pas mal de trucs comme ça. Je sais pas, j'en ai peut-être 4 ou 6. Des 2000 micros 450 volts. Alors ça, c'est Powerlytic, c'est 36D. Alors c'est super classique, hein, comme type de capa. C'est voilà. J'en ai plein. Après, j'en ai plein de sortes, mais à l'unité. Des 33 000 micros, des 68 000 je crois, j'en ai des 6800, j'en ai plein de sortes. À un moment je me suis mis à cuer des trucs comme ça, mais des fois je me dis il faut que j'arrête la choucroute. Hein. J'ai plein de trucs comme ça, c'est comme les tubes, j'en ai plein, je sais pas quoi foutre. J'ai une commode entière. Vraiment je m'en servirai jamais. Ah oui, c'est quand on a ces périodes comme ça. Des périodes tubes, j'ai plein de tubes, je sais pas quoi en faire. Les capas, j'en ai plein. Des toriques, j'ai 100 kg de toriques à côté ou plus que ça. J'en ai toutes sortes. Des tas de trucs, des 30 volts, des gros, des machins. J'ai plein de toriques. Pareil, c'est souvent des valeurs entre 30 et 50 volts en double. J'ai aussi des énormes 680 VA 12 volts, des trucs introuvables, énormes. J'ai des trucs comme ça. Pareil, j'ai ma période torique. Elle va comprendre. Voilà, bon, voilà, c'est essentiellement si j'ai des valeurs, c'est surtout les 50 000 micros. Ça, j'en ai plein de sortes. Je crois, je sais plus. Ouais, j'en ai d'autres. Mais... Voilà. Ouais, c'est juste pour dire, c'est des gens dans le coin de Bordeaux, s'ils veulent des capas qui me le disent, ils me débarrasseront. Ils viennent avec une brouette et puis ils me débarrasseront de tout ça. Voilà. Alors. Ça vient assez souvent, c'est à propos du DAC, le fameux DAC dont j'ai fait plusieurs épisodes avec le SS, le 9018. Alors, j'ai déjà une demande du schéma de ce truc pour pouvoir retrouver les composants sur les plaques. Parce que selon le vendeur, il y en a qui ont le schéma, il y en a qui ne l'ont pas. Alors, je mettrai en lien sur cette vidéo les schémas que j'ai de cette plaque pour pouvoir retrouver les valeurs des composants, etc. Alors, c'est con parce que j'ai plus les plaques, j'ai encore le DAC que j'ai déjà monté, hein, je l'ai ici, je vais le sortir, voilà. Donc ça c'est la version que j'ai actuellement. Bon, ça c'est un circuit qui est assez connu, hein, celui-là on le trouve sur eBay assez souvent. Bon, là il y a la source de tension de référence que j'ai mise, que j'avais faite, dont on m'a demandé des nouvelles plusieurs fois, hein, mais je vais faire un petit résumé là parce qu'il n'y a rien de plus à en dire que ce que j'en ai fait la dernière fois. Mais disons que ce montage, pour le monter, c'est vrai qu'il n'est pas toujours très clair, même s'il n'a pas d'erreur. Il n'y a pas de piège dedans. Hein. La sérigraphie est bonne, hein, il n'y a pas d'erreur. Sauf que des fois, il y a des noms de composants et quand on les a, c'est pas écrit dessus.
il est écrit les codes compacts liés à ces composants-là. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté a priori sur ce truc. Mais bon, je laisserai les schémas parce que j'ai eu plusieurs demandes justement du schéma. Parce que selon le vendeur, il y en a qui l'ont. Et je pense qu'ils ont dû acheter à un vendeur qui ne l'ont pas. Et c'est quand même intéressant d'avoir le schéma pour s'y retrouver. Mais bon, sinon, ce truc-là, bon, il fonctionne plutôt bien. Je n'ai pas trouvé de problème. Alors, cette référence de tension, alors ça, elle colle disons au schéma que j'avais donné. Sauf que je l'ai fait un peu plus compliqué. Je l'ai fait ajustable. C'est-à-dire que la tension de référence, je l'ai fait ajustable jusqu'à 3,6 volts. Pourquoi j'ai fait ça? Simplement pour vérifier si on peut utiliser ce circuit-là avec une tension de référence ajustable. À quoi ça servirait? Ça servirait à faire un réglage de volume analogique sur un DAC sans faire appel à une troncature des nombres qui sont envoyés dedans. Donc c'était pour voir jusqu'à quel seuil on pouvait utiliser une tension de référence. En gros, en électronique, un DAC qui accepte une tension de référence variable, c'est ce qu'on appelle un DAC multiplicateur. En fait, c'est un multiplicateur parce qu'on multiplie un nombre binaire avec une valeur analogique. Et en sortie, on a une valeur analogique. Alors, le but, c'était de savoir si ce truc-là est un vrai DAC multiplicateur ou pas. Alors, la réponse est non. Ce n'est pas un DAC multiplicateur parce qu'il s'arrête de fonctionner dès qu'on tombe à 2 volts et je ne sais plus la valeur exacte. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on peut atténuer de quelques décibels avec la tension de référence, mais pas plus. Donc, on ne peut pas s'en servir vraiment d'une manière pratique avec une variation de la tension de référence. Parce que ce qui aurait été pratique, c'est que comme cette tension de référence est générée à partir d'un ampli-op qui est attaqué, et c'est un ampli-op qui débite suffisamment de tension et de courant pour attaquer le DAC, c'est qu'on pouvait mettre par exemple un potentiomètre numérique, genre les Burr-Brown, les PGA, je sais plus quoi là, et faire en fait un réglage de volume numérique qui pilote un potentiomètre qui va faire varier la tension analogique de référence, qui va faire un réglage de volume purement analogique sur un DAC. L'avantage, c'est qu'on n'a pas aucune troncature. En plus, on a une chute du bruit de fond, etc., si on s'arrange bien. Donc, c'était une expérimentation à ce niveau-là. Sinon, le fait d'enlever la tension de référence qui est dedans et la mettre sous cette forme-là, utiliser une tension de référence ici plutôt stable, a sérieusement baissé les résidus de 100 Hz qui se trouvent de part et d'autre de la mesure, on voit bien dans les FFT. Ça la diminue fortement, mais ça ne la supprime pas encore. Le seul moyen de le supprimer, ce serait vraiment de mettre une pile. Alors, après, où est la cause? C'est difficile à savoir parce que tout dépend de l'organisation du truc. Parce que c'est pas du 50 Hz, donc ce n'est pas une émission due à un transformateur. C'est du 100 Hz, donc c'est quelque chose qui vient après redressement. Alors après, est-ce que c'est la partie qui s'injecte dedans? Est-ce que c'est difficile à savoir? Ça peut être tout simplement dû à une mauvaise topologie, une mauvaise organisation de la plaque, de la source, etc. Ici, c'est plutôt expérimental. Donc, mais néanmoins, le résidu est suffisamment faible. On est à moins 130 décibels, quelque chose comme ça. Donc, par rapport à fondamental qui est à 0, ouais, c'est encore détectable, mais là, on est très loin de la valeur d'origine. Donc, faire ce schéma-là apporte vraiment quelque chose au niveau des résidus dus à la tension de référence. Les C+A, elles sont très sensibles à la qualité de la tension de référence, comme tous les DAC d'ailleurs. Ce qui fait que, bon, voilà, c'était une expérimentation qui fonctionne plutôt bien. Hein, bon, il n'y a rien de plus à en dire parce que c'est vraiment le schéma tel que je l'ai mis, sauf que j'ai mis un potentiomètre pour pouvoir régler la tension de sortie. Mais c'est tout, hein. C'est juste un pont diviseur qui attaque un ampli-op, qui attaque des transistors de puissance pour pouvoir émettre suffisamment de courant pour le SS. Et il utilise aussi une référence de tension qui est un LM399 qu'on peut trouver pas trop cher. Alors bon, ça c'est super tension de référence, mais c'est ce qu'il faut si on veut garantir un minimum de résolution. C'est pas avec une tension de référence à 1000 ppm qu'on va se retrouver avec quelque chose qui va faire 20 bits. Il ne faut pas rêver. Ça, disons, c'est une tension suffisamment stable pour garantir au moins que ça reste suffisamment précis pour pouvoir garantir au moins, on va dire, 18 ou 20 bits au niveau simplement de la source de référence. Parce que le reste, c'est pas du tout garanti de toute façon. Voilà, bon, c'était juste pour pouvoir faire ça. Alors, si on est intéressé par les sources de tension, moi c'est vrai que j'ai fait des épisodes dessus déjà.
On peut trouver en ligne. Alors ça, c'est assez intéressant. C'est un des vendeurs qui est... Alors ici, j'ai des sources de référence. Je ne sais pas si je vais pouvoir le passer en mode macro, je sais pas quoi. Ça va pas être évident. Ce sont des... Alors il y a LTZ1000, il y en a deux là. Et j'ai aussi des... Donc ici, c'est des LM199H, qui sont les versions triées, qui ne sont plus disponibles, qui sont marquées comme obsolètes. C'est trop cher de les trier, hein. C'est pour ça qu'ils ne les font plus. Alors celle-là, c'est la version ultime de ces sources de tension, enfin ces références de tension. LM199-20, ça veut dire qu'en fait, ce sont des sources qui ont été extraites de la production, qui ont été vieillies 1000 heures, et dont on a pris celles qui ont varié de moins de 20 parties par million. Et donc elles ont ce suffixe-20. Et en plus, celles-là ont le suffixe supplémentaire de 883. Alors 883, ce sont les composants qui ont été estampillés militaires aérospatial. Ça veut dire qu'ils sont garantis de ne pas avoir de défaillance. Donc ils sont en plus passés par tout un process de garantie, de robustesse et de faible risque de défaillance. Alors là, c'est les versions ultimes. En plus, celles-là sont extraites de montage. Ce sont des choses qui ont déjà tourné en plus, donc qui ont été rodées. Alors, on en trouve sur eBay. Il y a un vendeur qui en a tout un lot. Et en plus, on peut lui demander de choisir ceux qui sont en meilleur état visuel. Et il les fournit. Et ce sont des vrais. Hein, ce ne sont pas des fakes. Alors, ils sont plus chers. Hein, ils sont quelque chose comme... je sais plus comment je les ai payés. Peut-être 20 $. Je sais plus. 15 $ peut-être la pièce. Un truc comme ça. Mais ce sont des super références de tension. En fait, elles sont données pour 1 ppm. Mais... En fait, leurs concepteurs les donnent comme étant ultra conservateurs au niveau de leurs données et en fait, sont beaucoup plus stables que ça en réalité. Donc, on peut vraiment avoir des tensions de référence ultra précises pour le moins cher quand même que les LTZ1000 et surtout, elle se suffit à elle-même. LTZ1000 a besoin de tout un bordel autour. Celle-là, elle fonctionne toute seule. On alimente d'un côté, on a la tension de l'autre. C'est beaucoup plus simple. Donc, on peut trouver ces versions-là. Elles existent en neuf. J'ai vu un magasin qui les vend, mais c'est tout de suite 120 $ le bout. Bon. Ça fait un peu cher là. Mais voilà, sur ce circuit-là, il n'y a pas trop à en dire. Par contre, j'ai remarqué un truc, et ça c'est... Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais dommage, c'est que chez ESS, la gamme de ADC, donc convertisseur analogique digital, a disparu du site. Et j'ai... Alors, je sais pas où ils sont, ils doivent être là. J'ai quelques exemplaires des deux ADC qu'ils ont produits. Je crois que c'est le 9102 et le 9112. Qui sont des super ADC que je voulais utiliser pour certains trucs. Malheureusement, ils ne sont plus disponibles. Je sais pas. Ça a disparu du catalogue et ça a disparu du site web. Maintenant, ils font des tas de SS98 avec plein de versions et des haut-parleurs, des amplificateurs pour haut-parleurs de casque, trucs comme ça, avec pompe de charge et tout pour pouvoir avoir un peu de puissance à partir de 3,3 V. Mais il n'y a plus les ADC qu'ils avaient. Et ça, c'est embêtant parce qu'ils étaient quand même très très supérieurs, au moins sur le papier, à tout ce qui se fait. Alors, il y a quand même un constructeur qui fait des ADC assez proches, c'est Arda. Arda fait à deux modèles, dont un qui est disponible sur leur site, c'est l'AT1201. C'est un ADC qui est quasiment au même niveau que celui-là, pareil sur le papier. Le problème pour moi, enfin je trouve, c'est leur boîtier, c'est encore un de ces boîtiers de merde avec 100 pattes où on soude par en dessous et tout ça, alors que les ESS c'est du SOI ou du TQFP, enfin, des trucs comme ça qui sont plus faciles à souder. Les autres c'est des boîtiers chiants, quoi, c'est trop chier. Mais néanmoins, c'est la seule alternative que j'ai trouvée à ce niveau-là, qui font 384 kHz, etc., avec des tas de possibilités, qui sont, on va dire, des équivalents aux ESS qui manifestement ont disparu du catalogue. Alors est-ce qu'ils ont réellement disparu? Je sais pas. C'est con parce que c'était des super trucs. Je ferai des expériences avec, mais s'ils sont plus disponibles, c'est plus intéressant. Moi maintenant je fais des montages où la disponibilité des composants doit être garantie. C'est un critère qui est vachement important, surtout s'il doit partir en production par exemple. Ok, donc ça c'était bon truc ESS, il y a des changements, machin. Et moi là, ça m'emmène directement sur un dernier truc, un dernier point que je vais faire. Alors là, c'est un peu plus vrac, sur une électronique qui n'a rien à voir avec l'audio, mais enfin en apparence parce que de toute façon ça aura à voir en audio à terme. J'ai déjà fait des épisodes là-dessus. Alors ici, j'ai une OneBoard
qui est une de ces innombrables cartes maintenant qu'on trouve avec des Linux embarqués, qui maintenant fleurissent dans tous les sens. Il y en a plein de sortes. Ce sont des petits PC hein, qui sont basés sur des processeurs ARM. Ici, un Cortex A9, c'est un quad-core, un 4 cœurs. Alors l'avantage de ces, comme j'avais dit, ces trucs-là, c'est qu'on a une sorte de carte mère, et on a un module, ce qu'on appelle le silicon on module. C'est-à-dire en fait c'est un module qui se met sur un connecteur, ici, et qui contient le processeur, la mémoire, et quelques périphériques, mais très peu. Alors celui-là, c'était un des premiers, il coûtait relativement peu cher avec sa carte mère, avec une connectivité pas possible, hein, Ethernet, ici on a du HDMI, on a du Serial ATA, on a de l'USB en Note, en device, des entrées pour des microcards, enfin des cartes flash, voilà, des entrées audio dans tous les sens, une sortie RS232, enfin des tas de trucs, sortie digital audio optique, enfin bon, il y a vraiment de tout, et des tonnes, qu'on appelle des GPIO, c'est-à-dire des entrées-sorties générales qu'on peut piloter comme n'importe quoi. Voilà, donc ça c'est intéressant. Bon, c'était un truc qui valait à peu près, on va dire 120 € le tout. Et les modules, eux, on peut en acheter, on peut les acheter à part par l'autre 10, mais bon. Et bon, j'ai commencé à regarder un peu ça, donc installer Linux dessus. Alors, le logiciel libre, c'est super, mais c'est l'enfer. Le problème, c'est que moi, je veux faire du cross-development là-dessus, sur un PC standard. Et oh là là, pour avoir des infos là-dessus, c'est... En fait, il faut que je compile carrément là-dessus, et puis, enfin, qu'importe, bon, après, ça faut fouiller. Je trouve que c'est un peu la galère quand même. Néanmoins, l'intérêt de ça, c'est que ce sont des calculateurs assez puissants, et on peut faire du traitement du signal avec ça. Le but ici, c'est d'utiliser les cœurs en parallèle pour faire le traitement du signal sur des canaux en parallèle. C'était le but d'origine. Ok, donc ça, c'est relativement cher quand même, mais c'était une possibilité. Après, pour d'autres raisons, ça c'est une autre carte. Ça c'est une carte qui utilise les microchips, les PIC32. Alors PIC32 sont des microcontrôleurs, contrairement à ça où ce sont des processeurs. Il y a vraiment deux mondes à part, et moi ce que je cherche c'est quelque chose qui soit entre les deux. Je chercherais un microcontrôleur mais qui ait beaucoup de mémoire. Et quand je dis beaucoup de mémoire, c'est 2 Go de RAM, c'est pas 64 kg de RAM. Il me faut beaucoup plus que ça. On peut bidouiller, mettre de la mémoire flash adaptée au microcontrôleur, s'en servir pour faire des trucs. Mais bon, c'est pas très pratique. Mais par définition, un microcontrôleur n'a pas de contrôleur de mémoire en soi, contrairement à un processeur, qui lui est un gestionnaire d'un contrôleur de mémoire pour calculer, pour attaquer la DDR, DDR2, DDR3, ou des choses comme ça. Donc, moi, ce que je chercherais, c'est des microcontrôleurs avec beaucoup de mémoire. Malheureusement. Mais néanmoins, les microchips sont sympas parce que l'environnement de développement, il est sympa. Il est vraiment sympa. Tout ce qui est attaque Ethernet, USB, ces trucs-là, ils ont dans MPLABX, leur environnement de développement, un truc vraiment modulaire. On peut rajouter des blocs et ça crée le source, ça crée les trous à remplir et on se concentre sur le projet qu'on veut faire. Et donc ça c'est ce genre de petites cartes, les starter kits qu'on peut utiliser, débugger, auto-alimenter en USB, puis voilà, ça c'est sympa. Et ils viennent de sortir un PIC32 avec un coprocesseur arithmétique intégré. C'est la série EF, c'est exactement ce qui me manquait pour faire du calcul pur. Et qui est assez efficace, hein, qui est pas mal. Donc ça, c'est aussi une possibilité pour faire des appareils audio qui nécessitent moins de puissance de calcul, mais qui sont faciles à utiliser. Donc ça retrouve avec deux mondes qui pourraient convenir dans des contextes de traitement du signal. Sachant que bon, le PIC32 a quand même plus limité que ça. Et puis c'est un monocœur. Moi, c'est deux appareils. Et là, dernièrement, est sortie une carte, ou va sortir une carte. Il y a eu pas mal de pré-production qui ont été faits à différents développeurs, qui est assez proche de la Montboard, qui utilise aussi un Cortex A9, mais un Cortex qui est un masque de gravure plus petit. Donc celui-là, il va à 1 GHz, l'autre va jusqu'à 1 Go 3. Il n'a pas besoin de refroidisseur, contrairement à celui-là. Il consomme moins. Je crois qu'il doit avoir un masque de 28 nanomètres. Celui-là, il doit avoir un masque supérieur, donc il chauffe plus. Et c'est pareil, c'est le même principe. C'est un silicon on module avec une carte mère. Sauf que le module est beaucoup plus petit et il coûte que 25 $. Et ce module, contrairement à celui-là, ne contient que le processeur, la mémoire et une mémoire de masse. Pas un lecteur de SD card, comme celui-là, de micro SD.
mais une puce de mémoire flash qui sert de volume de stockage, qui peut être de 8 à 32 Go. Il y a 1 à 2 Go de mémoire, et voilà. Contrairement à celui-là, il a juste le strict nécessaire pour faire des modules qu'on pourrait empiler pour faire un truc de calcul plus important, et mettre ce qui est en commun sur une carte mère. Le problème de celui-là, c'est que dessus, il y a un module Wi-Fi, il y a un lecteur de SD card, de carte SD, il y a même d'après ce que je vois, un connecteur pour mettre un afficheur. Sur le module lui-même, ça n'a pas d'intérêt de foutre des périphériques de ce genre. C'est-à-dire, si j'ai 4 modules, je vais pouvoir mettre 4 afficheurs, mettre 4 modules Wi-Fi qui sont dedans, qu'on ne peut pas enlever. C'est-à-dire, ça ne sert à rien. Module Wi-Fi, il faut le mettre sur la carte mère, pas sur le... Ça ne sert à rien de faire ça. Donc, pour 25 $, pour la version de base, bon, je suppose avec les options, plus de mémoire, tout ça, c'est plus cher, mais on peut avoir des petits modules qui sont plus petits que cette carte-là. Ils font 40 mm sur 66 mm, quelque chose comme ça. On a des tout petits modules, et dedans, on a un Linux ou un Android qui est disponible aussi. Et ça, je pense que ça contient vraiment le truc qui permettra de faire du traitement du signal en mettant des petits modules comme ça, multicanaux, avec beaucoup de puissance de calcul. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est vachement intéressant pour pouvoir faire le traitement, et je pense que c'est plus cette voie-là que je vais utiliser pour faire du traitement du signal. Ça, ce sera les projets futurs pour l'année prochaine, où là, on va vraiment travailler sur des projets beaucoup plus complexes et beaucoup plus évolués. Mais déjà, il faut être vraiment... on va dire, faut déjà que j'ai un environnement de développement qui soit vraiment fiable et opérationnel. Mais je pense que ce sera vachement intéressant. Donc cette petite carte pour servir à faire du multicanal et faire du traitement très sophistiqué sur du multicanal. Et voilà. Mais j'aime aussi assez de microchip. Je pense que j'en utiliserai, mais pour des tâches annexes. L'avantage du microchip, c'est qu'on peut faire tourner un OS temps réel. Linux n'est pas un système temps réel en soi. Il n'est pas déterministe au sens d'un OS temps réel. Sur microchip, dans leur MPLABX, on peut utiliser le FreeRTOS, qui est un système vraiment temps réel, très déterministe, sur lequel on peut vraiment travailler sur des timings extrêmement précis. Et ça aussi, c'est pour ça, c'est le PIC 32, j'y tiens quand même là-dessus, parce que j'ai plus l'habitude de développer dans ce genre d'environnement, avec des tasks et du multithreading, mais avec des contraintes déterministes, ce qui permet de maîtriser complètement les timings de périphériques. Par exemple, envoyer des échantillons exactement au même moment, faire des choses comme ça, et ça permet de vraiment maîtriser les choses. Faire ça avec un Cortex de ce genre, avec un Linux, faut pas trop rêver. Les allocations mémoire ne sont pas déterministes. Les durées d'exception ne sont pas déterministes, le scheduler intégré n'est pas déterministe. Enfin, il y a plein de contraintes qui font qu'on ne peut pas garantir des timings exacts au cycle près. Alors qu'avec un RTOS et un microcontrôleur de ce genre, on peut le faire. Jusqu'au jour où FreeRTOS pourra fonctionner sur ces Cortex. Alors, je sais qu'ils fonctionnent déjà sur des Cortex A9, mais je ne sais pas s'ils vont être portés sur certaines cartes comme la... Alors la carte que je parle, elle s'appelle le Maker Guitar. Alors les noms, c'est vraiment à chier, mais bon, qu'importe. Le Maker. Le Maker, c'est un... Alors je sais pas si c'est chinois ou coréen. Ils font des cartes de ce genre, ils en ont déjà fait d'autres, dont une très puissante, à base de Cortex A73, je crois, ou quelque chose comme ça, qui est un gros 8 cœurs super puissant. Malheureusement, c'est pas un module. Comme ici, c'est une carte mère en un seul bloc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des modules. Je veux faire la carte mère et mettre des modules de calcul dessus. Et bon, ils vont sortir celui-là, le Guitar, qui contient ça, et à des prix défiant toute concurrence. Et est-ce que FreeRTOS sera porté pour ce module-là? Ça, j'en sais rien. Alors, s'il faut le modifier pour coller avec ça, parce que le FreeRTOS existe pour ce Cortex-là, qui est fabriqué par Freescale. L'autre, c'est une autre implémentation des puces ARM fait par un autre fabricant. Voilà. Mais bon, qu'importe. Ça va être vachement intéressant de faire du calcul et des trucs extrêmement évolués à partir de ça. Le but, quand même, là, c'est de faire beaucoup de calculs numériques, de traitements numériques sur des flux temps réel audio multicanal.
sur des fréquences très élevées, enfin très élevées, on va dire dans les 400 kHz, 400 échantillons par seconde, en 8 canaux, ou 10 canaux, quelque chose comme ça. Bien sûr en flottant, hein, ou avec une précision suffisante, avec beaucoup de possibilités là-dedans. Bon, j'ai beaucoup d'idées là-dessus. Après, déjà on va faire les prototypes, les machins, et après on verra pour les mises en place plus production. C'est aussi pour ça que je cherche des composants disponibles pour un certain temps. Ne pas être bloqué par des choses qu'on ne pourra plus trouver et qu'on n'aura plus disponible et qui demanderait à revoir complètement le système. Alors, je vais finir sur un dernier composant. Alors, je ne l'ai pas sous la main, c'est parce que j'y pense là. Il existe un composant qui est des fois décrié, mais qui est extraordinairement utile. C'est ce qu'on appelle les ASRC. C'est ce qu'on appelle les changeurs de fréquence d'échantillonnage asynchrone. Alors, les meilleurs qui sont faits ont été faits par Burr Brown. Je ne sais plus la référence. C'est SRC quelque chose, SRC 4393, quelque chose comme ça. En fait, on rentre un signal numérique à une fréquence donnée et ça sort un signal numérique à une autre fréquence. Et au milieu, il y a une usine qui boulotte l'un et il y a deux horloges, ou une synchronisée avec l'autre. Enfin, il y a plein de types d'horloges possibles. Ça permet de rentrer à n'importe quoi et de travailler toujours avec la même de l'autre côté. Ce qui est très pratique quand on veut faire du traitement numérique, ne pas toujours être obligé de faire varier tous ces coefficients, faire ces trucs en fonction de la fréquence d'entrée. L'avantage, c'est qu'on peut se fixer une fréquence très élevée, en profiter pour faire des traitements, des filtrages, de faire du suréchantillonnage, enlever des bruits, etc. Donc les ASRC sont très très utiles, et surtout les Burr Brown, les caractéristiques sont assez extraordinaires. Hein. On atteint vraiment genre au moins 140 décibels de bruit et de distorsion, enfin, ça marche très très bien. Il faut dire, vu la manière dont c'est fait, c'est assez extrême, c'est assez force brute, hein, le fonctionnement interne. Mais, et il existe, j'ai découvert une autre boîte qui fabrique des ASRC, mais qui travaille avec des fréquences beaucoup plus élevées, qui sont beaucoup plus ouverts, qui sont capables d'accepter beaucoup plus de choses, ainsi que des formats que les Burr Brown ne supportent pas, comme le PCM 32 bits, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre, DSD on PCM, tous ces formats un peu exotiques à très très grande vitesse ou des choses comme ça, et ça permet de convertir tous ces formats en un autre format à une autre fréquence. Et tout ça avec a priori des caractéristiques très proches ou supérieures à celles du Burr Brown. Et c'est une boîte qui crée ça, donc c'est une de ces boîtes, ce qu'on appelle des fabless, c'est-à-dire qui n'ont pas de fonderie de silicium, mais qui conçoivent les puces et qui les font faire par des fondeurs. Et donc, ils ont tout un catalogue de ASRC très intéressant. Alors, je vais essayer de récupérer des protos, enfin pas des protos, mais des échantillons, j'en ai acheté. Et ce qu'il y a de bien, c'est que manifestement, eux, ils ont un support complet technique disponible. Contrairement à... Alors là, ça me sort par les yeux parce que ça m'a... J'ai dépensé de l'argent pour ça et finalement, je ne sais pas ce que je vais en faire. C'est les... Alors, je ne sais plus le nom, c'est... Alors, c'est dans un autre sujet, c'est dans des puces qui servent à récupérer, à gérer l'USB audio. Donc c'est les CS3361 et 3362, alors c'est très connu. Hein. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne sais plus le nom de la boîte, mais qu'importe. Et j'ai acheté les 3362 parce qu'ils sont multi-canaux, 8 canaux, et il y a 4 sorties 2S pour pouvoir faire multicanal et tout ça. C'est très intéressant d'avoir une entrée USB et avoir un multicanal en sortie. Sauf qu'il est impossible d'avoir une quelconque doc, kit de développement, driver ou quoi que ce soit là-dessus. C'est impossible d'avoir la moindre explication, ils répondent même pas. Donc j'ai plus ou moins laissé tomber. Si je voulais faire ça, je crois que je irais chez XMOS, parce que là au moins, XMOS est très intéressant aussi au niveau de leur puce. Et ils ont une puce dédiée à ça, et d'autres pour d'autres choses, mais parce que je ne sais plus comment c'est le nom de cette boîte, mais qu'importe. Mais dernièrement, manifestement, j'ai vu sur Do It Yourself Audio que peut-être qu'ils vont mettre la documentation et les drivers pour cette puce-là. Ça va peut-être revenir. Mais bon, je trouve que c'est pas sérieux parce qu'un constructeur auquel on écrit, on n'a jamais de réponse. Je suis désolé, moi je trouve ça plutôt pas très professionnel. Par contre, la boîte qui fait des ASRC m'a immédiatement répondu. Même pour deux pièces, pas de problème, voilà, ça. Et ils répondent tout de suite, et vraiment c'est très efficace. Donc je vais m'intéresser à ces puces-là parce que le problème des Burr Brown, c'est que, ils sont très chers, alors que ces puces-là sont beaucoup moins chères. C'est 11 $ à l'unité. C'est beaucoup moins cher que des Burr Brown. Les Burr Brown, par contre, sont aussi limités à 200 kHz de fréquence d'échantillonnage en entrée et en sortie. Alors que celles-là peuvent fonctionner jusqu'à 768 kHz.
Oui, je sais, ça sert peut-être à rien, mais moi ce qui m'intéressait aussi ces puces-là, c'est que ça supporte aussi les nouveaux formats PCM et DSD, DSD over PCM et des choses comme ça, parce que ben, il y a de la demande, il y a des gens qui ont ça, et puis voilà. Donc, et les beurre brands sont trop vieux pour supporter ces formats-là. Donc ça c'est tout un projet, tout un sujet très très vaste. Là ça va taper dans tout azimut qui sera repris l'année prochaine. Et là je pense que ça va être extrêmement approfondi. Je pense qu'il y aura des épisodes très techniques là-dessus et il faudra couvrir beaucoup de choses. C'est aussi pour ça que j'ai fait déjà les deux premiers, il y a le troisième qui viendra peut-être avant de clore pour l'année, sur les transformés de Fourier, transformés en Z, etc. Parce que ça, on l'utilise tout le temps pour faire du traitement du signal. Et en audio, ce sont des outils qu'on utilise tout le temps. Et il est important de les comprendre parce que comme je vais beaucoup m'en servir pour faire des choses, des traitements spécifiques, faudra comprendre. Parce que sinon, ce sera incompréhensible ce que je dis si on ne sait pas comment une transformation en Z fonctionne. Donc, il y en aura besoin. Ça fait partie des introductions que j'aurai besoin de faire éventuellement pour après. Mais néanmoins, voilà. Donc, ben, ce sera une des dernières fois où on verra cette pièce. Hein. C'était mon atelier. Hein. J'ai passé beaucoup de temps à le faire, à le préparer, à le monter, tout ça. Le problème, c'est que va falloir racheter une maison. Hein. Déjà, il faut finir de vendre celle-là, ce qui n'est pas du gâteau. Hein. Malheureusement, c'est difficile de revendre une maison. Hein. Bon, ceux qui seraient intéressés à avoir une maison dans la région bordelaise, ici, qui coûte pas cher, ils peuvent me contacter. Hein. Ils peuvent toujours, il n'y a pas de problème. Mais bon, il faut la vendre, c'est long de vendre. D'ici là, ce que j'ai, un atelier prêt à l'emploi, ça va pas être simple. Alors, comme je vais faire de l'électronique là où je vais travailler, j'ai probablement utilisé ma pièce de travail pour aussi faire des vidéos au début. C'est pas grave, hein, j'aurai une certaine liberté aussi, j'aurai mon matériel là-bas pour l'instant. Et voilà, ben, tout ça va falloir démonter, il va falloir ranger. Et c'est pour ça que je ne ferai plus de montage en attendant d'avoir déménagé. Tout ça va dégager. Si on peut me débarrasser de CAPA et trucs comme ça, faut pas hésiter, il suffit de m'écrire, hein, puis on verra. Puis voilà. Donc là, c'est des derniers épisodes. Là, va y avoir vraiment une page qui va se tourner hein, à tous les niveaux. Et on verra ce qui va se passer l'année prochaine. Et ben, si on se voit pas, probablement je ferai le dernier épisode sur les transformés en Z, etc. J'essaierai de prendre un peu de temps là-dessus, vu que c'est au tableau, ça ira. Mais d'ici là, si j'ai pas le temps, ben, ce sera l'année prochaine. J'écrirai de temps en temps sur le blog, quand même. Hein. Mais là, ça va être un stand-by probable, parce que, ben voilà, j'aurai pas le temps de faire des trucs entre-temps. Voilà, donc bonne année 2015, bonne année 2016 à la prochaine, et puis adieu, Vat.